Bonjour, bienvenue à tous sur notre stand pour cette table ronde focalisée sur la grippe aviaire. Ravi de vous accueillir. Cette table ronde grippe aviaire, on a voulu l'organiser en soutien à la filière bien sûr, avec 3 thèmes principaux que l'on va débattre ici. Tout d'abord, retracer le bilan de cette grippe, comment elle est arrivée, les conséquences qu'elle a eues sur l'élevage français, sur l'ensemble de la filière française et européenne. Ensuite, on parlera de la sortie de crise, avec notamment les aides, avec les aides et également le plan de reprise d'activité. Ce qui intéressera tout le monde, bien sûr, ce sont les solutions qu'on va mettre en place pour faire en sorte que le type de crise que l'on a eu cette année n'arrive pas dans le futur. On parlera de mesures sanitaires, mais également de solutions vaccinales avec tous ces enjeux. Messieurs, je suis ravi de vous accueillir autour de cette table. Merci de nous avoir rejoints pour apporter votre expertise. Je vais vous présenter chacun. Tout d'abord, Joël Limousin. Joël, merci de nous avoir rejoints. Joël, vous êtes membre du bureau de la FNSEA et vous êtes notamment spécialiste sur toutes ces questions de grippe aviaire et vous avez notamment traité avec les autorités durant toute la crise. Bonjour à tous. Sylvain Comte, vous êtes responsable franchise internationale Poultry pour Ceva Santé Animale. Donc vous représentez Ceva pour la partie Poultry sur l'ensemble des activités mondiales de Ceva. Bienvenue ici et on va parler forcément un peu des solutions vaccinales avec vous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Jean-Luc Guérin, vous êtes directeur laboratoire IHAP et de la chaire biosécurité aviaire. Vous êtes le spécialiste français. Non, vous me regardez avec une tête. Non, vous êtes un des grands spécialistes, voire le plus reconnu certainement sur tout ce qui est autour de la grippe aviaire et des virus aviaires. Bienvenue à cette table ronde. Merci pour l'invitation. Yann Le Potier, vous êtes directeur général de Grimaud Frères et Grimaud Frères sur lequel donc on est sur le stand ici Grimaud Frères qui est à la fois sélectionnaire pour le canard, le palmipède, le pigeon à la pintade, mais également à couveur et donc forcément beaucoup impacté également par la grippe aviaire. Oui, bonjour et merci aux intervenants d'être présents. Et Gilles Lupin, on ne vous présente plus mais je vais quand même le faire. Vous êtes vice-président de l'Envol, l'association nationale pour la volaille de chair qui représente l'ensemble de la filière française au niveau européen. Et vous êtes également ex-DG de LDC. Bonjour à tous. Bienvenue à chacun. Alors, comme je vous le disais, on va tout d'abord retracer l'historique de cette crise de la grippe aviaire qui est arrivée en 2022 et qui a été majeure. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette crise est apparue début 2022, vers le mois de février, je crois, janvier-février, et de quel virus on parle, et à quel moment on s'est rendu compte que ce virus avait une virulence particulière et une diffusion extraordinaire. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, la crise, elle n'a pas commencé en février, dans le sud-ouest, elle a commencé en novembre. Et alors, je sais que en fonction de là où voilà, des centres de gravité, on perçoit les choses différemment, mais on a eu plusieurs épisodes aussi. En fait. Une première crise qui avait un schéma, on va dire, malheureusement relativement classique, avec une introduction hivernale de virus dans le bassin Grand Sud-Ouest, avec, je dirais, un rôle prépondérant, encore une fois, du canard mulard dans la dynamique d'infection. Avec un virus H5N1 qui était un réassortant par rapport au virus H5N8 qui nous avait touché les années précédentes et qui manifestement présentait déjà des propriétés un petit peu différentes de celles qu'on avait connues. Alors de quelles propriétés on parle ? On parle de propriétés, de tropisme, d'espèces un petit peu modifiées sans doute, avec peut-être une contagiosité un peu plus forte pour le poulet, pour les galliformes, ce qui n'est pas neutre sur la suite des événements. Et ça, c'est un élément sur lequel je reviendrai. Ensuite, il y a eu la deuxième vague. La vague, on va dire, février et puis printemps, et qui est extrêmement forte et extrêmement différente de tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Avec notamment une remise en cause d'un certain nombre de principes. On imaginait que, je dirais que le Grand Ouest, notamment les Pays de la Loire, compte tenu du type de bâtiment, compte tenu du type de biosécurité, était davantage à l'abri. Et donc ça amène à revisiter d'ailleurs toute l'histoire par rapport aux propriétés de diffusion du virus, il faut le dire. Et ça, c'était je dirais, la deuxième vague. Et ensuite, on se retrouve dans une situation, depuis quelques mois, qui est encore un peu différente, avec une situation de signaux faibles, de circulation intense dans la faune sauvage, ce qui laisse à penser qu'on est sur une évolution, là encore, des propriétés virales, avec des virus
je dis bien des virus, parce qu'il y a sans doute plusieurs réassortants qui co-circulent et qui manifestement ont acquis la propriété de rester de manière beaucoup plus, alors je dirais pas pérenne, c'est sans doute pas définitif, mais en tout cas plus stable dans le compartiment sauvage. Et ce à quoi on assiste ces semaines-ci, pendant tout l'été et ces jours-ci, c'est des phénomènes d'introduction avec un rôle prépondérant de la faune sauvage. Donc précédemment, on était sur des vagues cycliques, saisonnières, avec la migration oiseaux. Et là, vous nous dites, on est quasiment sur un virus qui reste sur le territoire, un peu tapis dans l'ombre, et qui ressort maintenant fréquemment, de temps en temps, avec des introductions. Avec une contamination massive de certains couloirs, on le voit sur les aires littorales, hein. Pour qu'on ait autant d'introductions, qui sont à chaque fois ponctuelles heureusement pour l'instant, hein, c'est qu'on a une circulation intense, et ça c'est un phénomène, il faut le reconnaître, inédit, dans le compartiment sauvage. Alors, on revient à cette année, qui a été remarquable, à remarquer en tout cas, en termes de propagation et de dimension et de volume qu'a pris cette vague. À quel moment on se rend compte en fait que la dynamique de propagation elle est vraiment différente des autres années et qu'elle va être encore plus forte et sur des zones qui sont habituellement un peu moins touchées? À quel moment on s'en rend compte? D'abord, ce qui s'est passé au printemps dans les Pays de la Loire a amené quand même à réévaluer considérablement le niveau de risque. Et puis, depuis, sur la phase estivale, on a ce phénomène d'endémicité. Et je dirais que dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est regarder les choses grand angle. Il se trouve que quand on échange avec les collègues aux États-Unis, on voit que là aussi, et ce qui s'est passé aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement et de voir avec les collègues cet été, ce qui se passe aux États-Unis éclaire aussi la situation. Parce qu'on voit qu'on a exactement les mêmes phénomènes. D'accord. Avec le même virus qui est passé par le Groenland, etc. Et donc, c'est tout à fait frappant de voir qu'on a un phénomène global et que des filières qui sont a priori très très différentes sont vulnérables elles aussi. Ouais, on le voit sur d'autres types de maladies, sur d'autres espèces, bien sûr. Joël, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour qu'on se représente bien ici l'impact que ça a pu avoir cette vague absolument gigantesque au niveau des élevages, au niveau des éleveurs, en termes de nombre d'animaux abattus, en termes de nombre d'éleveurs touchés? Alors, effectivement, par rapport à ce que vient d'évoquer Jean-Luc, c'était important que tu reprécises un peu cette évolution du dispositif parce que les éleveurs, on a tous été surpris de cette vague aussi violente. Mais il faut avoir en tête que la situation n'est pas que française. 36 pays dans l'Europe ont été touchés. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y a eu des catastrophes historiques en Italie, notamment. Et on a l'impression que c'est notre système français, qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Non, c'est l'exemple des États-Unis. Quelquefois, on l'oublie. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément suffisamment partagé, mais c'est une vision a posteriori, les expériences des autres continents. Parce que, comme tu viens de l'évoquer, Jean-Luc, il y a l'expérience aux États-Unis nous montre qu'on a vécu la même chose un petit peu dans cette approche aéroportée du dispositif. Pour revenir plus localement, on était à peu près 2300 foyers sur un plan au mois de juin au niveau national. Et on est arrivé au final avec une situation qui a été focalisée sur le sud-ouest pendant plusieurs années consécutives. Et bien évidemment, avec un schéma d'élevage spécifique, des animaux dehors, etc. Donc, il y avait vraiment une situation compliquée pour les éleveurs qui ont vécu plusieurs années consécutives et un traumatisme terrible. Et là, cette focalisation sur l'Ouest, et notamment Pays de la Loire, nous a amené à quasiment, rien que le département Vendée, département limitrophe, 860 foyers, qui ont été dénombrés. Et donc ça a été une espèce d'incendie total où ça prenait les exploitations les unes derrière les autres, quoi. Et on a bien vu que le travail consistait à essayer de limiter que ça parte ailleurs et donc d'éliminer véritablement au fur et à mesure qu'il y avait les constats. On pourra revenir tout à l'heure sur comment en matière de prévention, comment on a géré les choses, mais aussi comment dans les plans d'action, on va y revenir, mais sur les chiffres, à ce stade,
sur un plan national, c'est 1400 foyers en élevage, c'est également en animaux abattus, c'est 20 millions d'animaux abattus, Énorme. morts, c'est énorme. Et c'est un coût, et ça a encore été annoncé par le ministre hier, 1,1 milliard mis sur la table. 1,1 milliard. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est ça. Avec ce que vient d'évoquer Jean-Luc, je vous garantis que les discussions hier avec les services, etc., avec la situation endémique du virus, avec la faune sauvage, qui a commencé par la Normandie et qui descend sur toute la côte, et y compris sur, moi étant vendéen, d'avoir deux animaux en plein centre du département dans un site ornithologique et qui a amené le préfet à mettre en zone de contrôle temporaire. Donc ça veut dire que c'est mise à l'abri de l'ensemble des animaux. Donc on a une situation de crispation énorme des éleveurs aujourd'hui. Donc voilà, les chiffres à retenir, 1400 foyers, 20 millions d'animaux et 1,1 milliard. Voilà, les trois chiffres à retenir. C'est absolument énorme, pour les éleveurs bien sûr, mais également pour l'ensemble de la filière. Gilles, un mot peut-être sur de l'amont finalement à l'aval jusqu'au consommateur final. Cette vague de grippe aviaire va toucher jusque dans les assiettes du consommateur. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot, des chiffres également et un mot sur cet impact global? Alors d'abord, l'impact, il est moral. Moral vis-à-vis des éleveurs, mais on oublie souvent trop de le dire, vis-à-vis des salariés des abattoirs, des couvoirs, des entreprises qui ont été, parce qu'elles ne sont pas dans la lumière, cachées, par exemple les ramasseurs de volailles, les équipes de vaccination, tous ces gens-là, tout ça, à un moment, ça s'est mis à l'arrêt. Et ça a encore des conséquences. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Bien sûr. Ça, je crois que c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que l'État a été tout de suite préoccupé de savoir s'il y allait avoir assez de viande dans les rayons. Et là, je dois dire que l'ensemble de la profession, et merci à l'Envol, là, l'Envol, l'interprofession a vraiment joué son rôle à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des accouveurs, des fabricants d'aliments, des organisations de production, de la coopération, des privés, de la FIA, de la Fédération des industries avicoles. Tout le monde a joué le jeu pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a eu, c'est vrai, par exemple, des compensations de zones qui ont été faites quand c'était moins. Et puis troisièmement, sur les conséquences, c'est qu'on a su discuter même entre concurrents pour prendre des décisions. Exemple de cette décision, ça a été le fameux front qui a protégé la Bretagne, c'est-à-dire qu'on est parti du nord des Pays de Loire jusqu'au sud de la Manche, grosso modo, pour dire, là, sur 60-70 km, on ne met par exemple plus de canards en place, ou tout du moins pour éviter que le virus se propage. Je crois que ça a été relativement efficace. Après, on parlera après de la Bretagne qui est en train de vivre autre chose. Mais voilà les conséquences que ça a eu. Ça a quand même été des gens en chômage partiel. Et forcément, ça a des conséquences économiques sur les entreprises, principalement des Pays de Loire. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne justement à cette gestion de crise qui a été, je pense, riche d'enseignements pour chacun, pour l'ensemble de la filière et menée avec un succès certain. Joël, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de comment on gère une crise comme ça, avec quelles interactions et également avec vous, Gilles, sur l'Envol, avec quelles relations avec les ministères, avec les autorités. Comment on peut gérer ce type de crise quand elle arrive ? On a vécu, et ce que vient d'évoquer Gilles est très important, parce que dès qu'on a senti, au moins sur le département, ça s'est plutôt géré localement. Avant que le ministère donne des consignes, il fallait gérer localement. Et si on a réussi à le faire, c'est parce qu'on a mis en place une cellule opérationnelle départementale, une COD, sous l'autorité du préfet, à notre demande professionnelle. Je suis aussi président de chambre d'agriculture de mon département. Et donc, ça a commencé le samedi soir, on faisait 2 réunions par jour. Et là, les acteurs économiques ont été mis dans la boucle. Et moi, j'apprécie la capacité des entreprises, en l'espace de quelques heures, de modifier leur planning d'enlèvement des volailles pour essayer de pouvoir anticiper le plus vite possible et de voir les animaux prêts à partir, qui ne pouvaient ne pas être touchés, de façon à ce que ça dégage. Ça, c'est une vraie solidarité au niveau de la filière. Ça, moi, je dis chapeau, parce que, étant concurrent,
ils ont joué le jeu parce qu'il y avait l'intérêt général qui était en cause. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, il fallait convaincre, nous les professionnels, et avec les acteurs économiques, mais aussi avec les scientifiques, des gens comme Jean-Luc, à expliquer avec la DDPP, et dans mon département, je le cite, Christophe Moiras, qui a pris ses responsabilités pour expliquer que ça va être une vague considérable et qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir éliminer les cadavres. On en était à ce point-là. On savait que l'équarrissage n'allait pas fournir. Preuve en a été, c'est qu'ils n'ont été en capacité de récupérer, c'est pas de leur faute, qu'un tiers des cadavres à un moment donné. Il fallait trouver d'autres alternatives. Centre d'enfouissement technique, stockage temporaire, enfouissement à la ferme. Au départ, pendant 48 heures, c'était un non total du ministère de l'Agriculture et de la DGL. Je ne veux pas jeter la pierre, je dis simplement qu'on a perdu du temps à ce moment-là. On a pris nos responsabilités, le préfet localement a pris ses responsabilités, parce qu'on a vu à un moment donné des éleveurs qui avaient des cadavres pendant 8 jours. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Pendant 8 jours, dans les élevages, morts, dans une situation catastrophique. Le traumatisme était terrible, psychologiquement. Des gens étaient prêts à faire des conneries. Il faut se dire les choses. Donc, il fallait à tout prix trouver ces dispositifs. Et nous, on a mis cette cellule opérationnelle départementale avec toute la partie élevage plus important sous l'autorité de la DDPP, bien sûr avec nous, pour permettre d'enlever ces grosses quantités avec des semis, etc., pour envoyer ça sur les centres d'enfouissement technique qu'on a recensé avec le conseil départemental notamment. Et puis tout ce qui était élevage plus modeste, eh bien, avec l'accord des agriculteurs, d'aller faire des enfouissements à la ferme. Mais dans un cadre très strict. C'est-à-dire qu'il y avait la Chambre d'agriculture qui était représentée, l'Office français de la biodiversité, la DDPP, et puis donc un agent de la Chambre pour permettre d'identifier les endroits où on pouvait le faire avec des critères bien stricts là-dessus. Alors Joël, Gilles parlait tout à l'heure de l'impact moral sur l'ensemble des maillons de la filière, l'ensemble des gens qui travaillent dans cette filière. Comment, sur le terrain, la FNSEA a accompagné les décisions administratives très dures qu'il faut prendre et faire respecter quand on a des éleveurs à qui on annonce qu'ils doivent abattre leur cheptel, quand bien même il n'est pas encore contaminé. Comment on accompagne sur le terrain les gens qui vivent tout ça durement? La première chose, c'est au-delà de l'information qui était donnée lorsque l'aspect était positif, notre rôle en tant que responsable professionnel, que ce soit au niveau de la FNSEA, mais aussi Chambre d'agriculture, parce que là aussi, que les choses soient claires, c'était tous les agriculteurs sans exception, qu'ils soient adhérents à un syndicat ou adhérents nulle part, l'urgence c'était de contacter tous les agriculteurs. Et on avait la liste de tous les agriculteurs qu'on a appelés un à un. C'était important de les appeler pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, de façon à ce qu'on puisse leur faire une proposition de dégager les cadavres. C'était ça l'urgence, parce qu'il fallait prendre les choses étape par étape. Et ce qui était important, c'est qu'on a eu des gens pendant 3, 4, 5 jours où ils n'avaient de nouvelles de personne. En se disant, mais on m'a oublié, on m'a oublié. Et notre rôle, c'était véritablement, avec les responsables locaux, d'aller d'un agriculteur qui va voir un autre agriculteur, lui dire quelle est ta situation, comment on peut faire, et on mettait en route tout le dispositif. Donc c'est toute une chaîne qui se mettait en place, et notre rôle, il s'est focalisé là-dessus, et à partir de ce moment-là, ça a permis de sentir que les agriculteurs étaient accompagnés pour passer à cette étape d'élimination des cadavres, et une fois que c'était enlevé, au fur et à mesure, eh bien, ça permettait de passer à autre chose, faire le nettoyage, etc. Donc ça, alors je le dis ici, il y a eu une tentative de suicide au tout début, et par ce système-là que nous avons mis en place, eh bien, les gens, le fait d'être contactés, étaient rassurés en disant « je ne suis pas tout seul », de déculpabiliser les éleveurs. Ça, c'était un point fondamental. Les gens se disaient « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Non, c'est pas de ta faute. Déculpabilise-toi, ça vient de la faune sauvage
et qui est entré par ce virus aéroporté et qui est rentré dans les bâtiments. Mais arrêtons de mettre des systèmes en opposition, les systèmes entre systèmes en liberté, en bâtiment, etc. Le sujet n'est pas là. On a besoin de tous les systèmes de production, que ce soit du bio, des labels, des systèmes en plein air, des systèmes en bâtiment. On a besoin de tous les marchés. Arrêtons nos conneries de mettre la responsabilité sur les uns ou les autres. Aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour permettre à rassurer les agriculteurs, mais il fallait gérer cette crise. Et donc après, on a, à un moment donné, compte tenu de l'ampleur de la vague, recensé un site pour stocker tous ces cadavres, jusqu'à 3500 tonnes. On a réquisitionné une zone à côté d'une autoroute, et en l'espace de 48 heures, le site a été réquisitionné pour également faire les travaux pour stocker. On a eu des attaques de partout, mais ça nous a permis quand même de gérer l'urgence, parce que dans d'autres régions, il n'a pas été fait le choix de faire autre chose que l'équarrissage, mais là, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, j'espère que ce que nous avons vécu là sera pris en compte et que déjà toutes les autres régions, y compris la Bretagne, je les invite à voir déjà en situation de paix, d'avoir recensé en cas de crise la possibilité de pouvoir éliminer. Alors on parlera des solutions tout à l'heure et des nouvelles modalités sanitaires très importantes. On voit bien le plan d'accompagnement, la gestion de crise sur le terrain, syndicat d'éleveurs de la FNSEA. L'Envol, Gilles, vous le disiez également, a joué un rôle plein et entier sur cette gestion de crise. Yann, comment on peut qualifier un plan de crise au niveau d'une entreprise, un plan de gestion de crise opérationnel? Comment on accompagne ça dans son entreprise? Et puis peut-être un mot également sur la réduction d'activité que ça représente pour les tâches sélection et accouvage que vous représentez. Oui, donc la gestion de crise sur l'entreprise Grimaud Frères n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pense que ça a été vécu de la même façon dans toutes les entreprises. La première chose, ça a été la participation à toutes les réunions de crise organisées par l'Envol, par les DDPP, par les DRAF. Et merci à ces organisations d'avoir créé ces points d'information et d'échange pour être informés nous-mêmes de la situation. Ensuite, c'était une transmission de cette gestion de crise au sein de l'entreprise, donc aussi 2 fois par semaine et quelques fois plus. C'était des réunions de gestion de crise qu'on a organisées au sein de l'entreprise pour partager ces informations. Pour aussi préparer la communication interne, puisqu'il y avait les éleveurs qui étaient choqués, mais les équipiers aussi dans les entreprises de la même façon. Et le pire, c'est de ne pas avoir d'informations. Donc c'était un moment de partage d'informations, de préparation, de communication. C'était un lieu aussi sur ces gestions de crise de partage des nouvelles règles qui étaient mises en place ou imaginées dans la semaine. Et donc tout le travail d'organisation inhérent à ces nouvelles règles pour une bonne mise en place de ces nouvelles règles quasiment chaque semaine et chaque fois qu'on apprenait des choses. Je dirais que cette gestion de crise en interne, comme ça s'est passé dans d'autres entreprises, nous a permis d'avoir une sortie de crise exemplaire, je pense, pour notre entreprise, pour avoir éliminé tous les troupeaux qui étaient contaminés et rapidement aussi. Donc c'est grâce à cette gestion de crise qui s'est passée dans bien des entreprises aussi, autres que la nôtre. On parle au niveau accouvage, on parle de quelle réduction de la production ? Alors pour ce qui concerne Grimaud Frères spécifiquement et notamment en canard, pour nous ça a été une réduction de 70% de notre capacité de production en Barbarie, en caneton Barbarie, et 85% de réduction de notre activité en production de caneton Mulard. Donc c'est un désastre et il ne nous reste plus rien, quoi. C'est incroyable. Quel impact sur les équipes du coup de ce type de mesures où on doit abattre les cheptels ? Donc voilà, je tiens, en représentation à d'autres entreprises qui ont vécu la même chose, je tiens ici à remercier publiquement tous nos équipiers, mais je me fais porte-parole des autres entreprises aussi, parce qu'il a fallu être très résistant par rapport à cette crise, accompagner aussi très fort à l'accompagnement de nos éleveurs,
Il a fallu un investissement personnel hors norme. Bien évidemment, et puis on a toujours accompagné nos éleveurs pour les chantiers d'euthanasie, on a été proche d'eux, on ne les a jamais laissés pendant des semaines ou des jours sans information, et ça c'était important, et je tiens à remercier toutes les équipes d'opération de l'entreprise, mais des autres entreprises qui ont vécu la même chose que nous. Merci Yann, je pense qu'on a bien dressé le bilan et le contexte de cette grippe aviaire. Peut-être un mot, Gilles, sur l'accompagnement et la négociation avec les autorités et les résultats en termes d'aide. Donc on a parlé tout à l'heure d'un impact d'1 milliard. Comment ensuite on négocie des aides et avec quels résultats pour l'ensemble de la filière? Alors, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les aides directes. Ça, c'est plutôt l'envol qui l'a négocié, mais on avait les plans du Sud-Ouest qui sont remontés, donc il y a eu une nécessité de réactualisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour recompléter un peu ce que dit Joël quand même, moi, à titre personnel, quand les cas sont partis au mois de février, j'avais pas pris totalement conscience. Faut être honnête, on était aussi dans une position en disant ouais, allez, 3-4 cas et puis on va bien gérer le truc. Faut savoir reconnaître aussi, balayer devant sa porte. Je pense qu'aussi, avec la DGAL et le ministère, qui a quand même fait un gros effort, il faut reconnaître, mais au départ, ça a été un peu long à l'allumage. Parce que, les professionnels nous disent ça, et là, comme l'a souligné Joël Limousin, avec les représentants de la Chambre d'agriculture, du syndicalisme agricole ou des entreprises, on était vraiment rapidement sur la même ligne, avec nos réunions, voire 2 fois par jour, voire toutes les semaines, en disant il y a ça, toi tu prends ça, et ainsi de suite. Donc ça a été. Après, il a fallu mettre une coordination entre ce que nous, on a vécu, opérationnellement, et l'administration. Et là, moi, je voudrais remercier quand même certaines personnes. Il y a un qui a fait un très gros boulot, parce que je suis représentant, mais c'est pas moi. C'est par exemple Frédéric Monnier de la CAVAC qui a beaucoup bossé. Il y a Arnaud Poupard-Lafarge de chez Galliance qui a beaucoup aussi poussé. Il y a Patrick Pajard de la SIAB qui a été en permanence avec nous. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a vraiment eu des équipes qui se réunissaient, qui se passaient des coups de fil. Je pense à Jean-Yves Guérin, je pense à Jean-Yves Ferret, où on avait chacun en disant, on se faisait des petites réunions à 4-5 en disant, allez, à 4-5, on appelle la DGAL, on leur explique, ainsi de suite. Et ça, par contre, ce qu'il faut servir maintenant pour l'avenir, alors on ne va pas passer à la troisième partie tout de suite, mais il faut que si ça, par malheur, ça nous arrivait de nouveau, il faut qu'on fluidifie ça plus rapidement. Et là, on voit encore que l'administration, elle, est ce qui est logique dans ses textes, et nous, on est dans l'opérationnel. Et là, c'est là que parfois, on a eu quelques buzz et quelques retards à l'allumage. Mais là aussi, je pense qu'on a tous appris de cette crise et que si par malheur, les choses devaient revenir, et on l'espère bien moins, mais on sait que la grippe aviaire va revenir au moins en partie, les réflexes, les automatismes de travail entre collègues, confrères reprennent. Et concurrents, bien sûr, je dis confrères, mais c'est un pléonasme. Mais main dans la main, en tout cas, on vient pour négocier des aides. De quelles aides on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été négocié? Quel montant? Et avec quelle dynamique ça va arriver au niveau de la filière? Alors aujourd'hui, il y a là encore, on a un peu de retard. Il y a à peu près 75% qui ont été versés aux éleveurs. Reste 25% qui reviennent, on en a parlé hier matin avec les représentants, le ministre, mais surtout les représentants du cabinet. C'est un petit peu retard. Il y a quand même eu, je dois reconnaître qu'ils ont été vraiment à l'écoute, surtout le cabinet du ministre. Et là, je tiens à les féliciter parce qu'on tape souvent, et je tiens notamment à souligner, ça me va bien, puisqu'il n'est plus dans la politique aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a vraiment pris conscience, qui nous a écoutés, qui nous a appelés, qui était capable de faire des réunions où il était présent, alors que techniquement, il est comme nous, comme moi, il n'était pas compétent sur le plan technique, mais il écoutait, il disait, ça, ok, on avance, on pousse très vite. Ça, il faut reconnaître que là, on a une vraie écoute. Et ça a été quand même très bien. Et de quel montant global on parle au niveau des aides? D'1,1 milliard. 1,1 milliard. Oui, mais il y a le Sud-Ouest, il y a des aides particulières pour les couvoirs, et ainsi de suite. Voilà. Pour les couvoirs, Yann, un focus simplement au niveau SNA. Sur la couvage, on parle de quelles aides? Est-ce que ça couvre tout?
Donc au niveau du SNA, donc à Couver, c'est les sélectionneurs. On a une enveloppe qui a été validée par l'Europe il y a 15 jours environ pour un montant de 120 millions d'euros d'aide pour aider donc tous les sélectionneurs à Couver touchés par l'influenza. En revanche, on n'a pas commencé à percevoir d'aide puisque les dossiers ne sont pas encore ouverts. On les espère en ouverture cette fin de semaine, pour un dépôt peut-être d'ici un mois et les premières compensations de BE à venir peut-être en octobre-novembre. Je tiens juste à rajouter, au-delà de toutes les personnes que Gilles a remercier Gilles aussi qui a repris l'activité à 200% sur la période et puis qui a fait valoir toutes ses connaissances et ses relations pour faire jouer les relations avec le ministère et être en fluide sur cette gestion. Arrêtez et Gilles va rougir. Je le vois. Je rougis. Yann, donc on a adressé le bilan, on voit les aides qui arrivent et là on a un État quand même qui fonctionne très bien en France, on peut le souligner, pour pouvoir pallier ce manque qui est considérable sur la filière. Si on parle maintenant de la reprise d'activité, on est dans cette dynamique actuellement, de quel plan de relance on peut parler, quelle dynamique de reprise, et puis avant de reprendre il faut aussi avoir un plan de sauvegarde et là je me tourne vers le sélectionneur, du coup à l'état génétique, comment on fait pour s'assurer que, et je pense que c'est primordial, la grippe aviaire ou ce type de crise n'emmène pas la génétique avec elle et qu'on se retrouve entre guillemets tout nu une fois que la grippe est passée, la crise est passée et qu'on n'a plus tout le matériel génétique pour l'ensemble de la filière. Comment on sauvegarde ça? Et maintenant, comment on a le plan de reprise, avec quelle vitesse? Oui, l'enjeu avant tout était de sauvegarder la génétique. Ça passe par un plan qui est préalable à la crise, bien évidemment. Donc ça passait par une stratégie sanitaire qui était déjà en place dans l'entreprise avec des backups génétiques en dehors des zones où pas tous dans la même région. C'était notre cas, c'était préparé d'avance. Pas parce qu'on savait qu'il y allait y avoir une crise, mais on sait qu'il y a des blocages risques. De temps en temps, il y a des risques. C'est aussi avoir des centres de grands parentaux à l'extérieur des zones à forte densité, donc c'était le cas. Ça nous a permis d'avoir sauvegardé la génétique, sauvegardé la capacité à produire des parentaux rapidement. Et c'est, je dirais, une stratégie sanitaire tout simplement responsable que nous avons eue et que nous devons avoir en tant que sélectionneurs à l'avenir. Mais là, je parle bien évidemment pour tous les sélectionneurs. Alors maintenant, on estime que la production pourra reprendre de façon pleine et entière à partir de quel moment? Là, on est sur la pente ascendante de la reprise de la production. Voilà, et ayant sauvegardé les grands parentaux, ça nous a permis de produire des parentaux rapidement dès le mois de mars, dès qu'on avait perdu déjà un bon nombre de troupeaux, de les mettre en zone, de les positionner en zone indemne. Et là, merci aux clients qui nous ont aidés, merci aux équipes de production et commerciales donc, qui ont été rechercher ces surfaces pour placer ces jeunes reproducteurs en dehors de zone dès le mois de mars. Et progressivement, on a mis en place pour avoir les premiers lots qui vont commencer à pondre le mois prochain et monter en pleine production dès début d'année 2023 pour ce qui nous concerne, pour la production de canetons. Sur la Vendée et sur les Pays de Loire, là, depuis cette semaine, on est full, là, c'est-à-dire que tout est ouvert. Ok. Donc une reprise qui est au niveau des outils de production déjà dans les starting blocks est prête. Et après, c'est les animaux qui doivent arriver petit à petit, la reprise. On a un manque de génétique, Forcément. notamment en caneton. Forcément. Voilà. Mais en poussin, on arrive à fournir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va maintenant s'attarder sur les solutions de cette sortie de crise. Comment on fait maintenant pour faire en sorte que ce que l'on a vécu cette année n'arrive plus ou arrive à moindre échelle? Jean-Luc, je vais me tourner vers vous. Quelle vision vous avez de ces futures crises au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce virus qui est endémique quasiment maintenant, et quelles sont les nouvelles mesures sanitaires qui ont été prises et qui sont prises actuellement fort des enseignements de la crise précédente? Oui, d'abord ce qu'il faut faire, c'est analyser complètement tout ce qui s'est passé. Pour arriver à analyser à la fois la diversité génétique des virus, ça c'est essentiellement le travail de l'ANSES, et puis un travail autour des modalités de circulation du virus. Qu'est-ce qui fait que le virus a circulé et que les dispositifs de biosécurité qu'on avait mis en œuvre n'ont pas fonctionné? Et ce qu'il faut bien percevoir, c'est que la force de la contagion, de ce risque biologique, a dépassé les dispositifs de biosécurité qu'on pensait relativement robustes, pas partout, mais on voit bien que le retour d'expérience nous amène à revoir, à revisiter les approches de biosécurité sur ce risque biologique spécifique. Et je pense que c'est très important qu'on le fasse, parce qu'il y a eu clairement une déception
pour des gens qui ont investi donc, et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on leur doit des éléments d'objectivation, hein, Joël, je pense que ça... Mais c'est quelque chose qui est partagé, et là-dessus, il y a des choses auxquelles on pensait robustes, et qui ont été effectivement écrasées tellement le risque de diffusion d'un élevage à l'autre est fort. Et ça, on l'avait déjà mesuré l'an dernier, mais ça s'est encore renforcé cette année. Il y a la circulation dans le compartiment sauvage qui nous pose des questions qui est extrêmement difficile à explorer. On ne sait pas faire. Il faut être clair, on ne sait pas objectiver et savoir à peu près ce qui se passe. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc partant de là, les enjeux, les leviers, c'est quoi? C'est au niveau biosécurité, revoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui peut fonctionner. Alors, par rapport à un foyer index et par rapport à des diffusions dans les zones à risque de diffusion, parce qu'on voit quand même que ça a fonctionné. La notion de zone à risque de diffusion, malheureusement, elle s'est concrétisée. Hein. Oui. Elle a été validée. Les dispositifs de surveillance. Donc là, il y a des marges de progrès, il y a des tas de choses qui sont faites, et je pense qu'il y a des gros progrès à faire pour arriver à détecter le plus précocement possible les foyers index. Oui. On parle de quoi, du coup, quand on parle de ce type de plan, concrètement? On parle de tester le plus souvent possible, et pas simplement à la fin d'un lot, et pas simplement au moment de transport, parce qu'on a des animaux, notamment des palmipèdes, qui peuvent diffuser le virus en restant dans les élevages. Donc la notion de dire on ne teste qu'avant le mouvement, elle est manifestement dépassée. Elle avait du sens, mais elle est dépassée. La conception qui consiste à dire seul le transport des animaux est à risque, ça n'a pas été validé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, sur un lot, il faudra maintenant tester plusieurs fois le même lot avant son transport, avant son ramassage. De combien de fois on parle? À peu près. Alors je vais pas rentrer dans les détails, ça fait l'objet de discussions, mais idéalement, sur des périodes à risque, dans des zones à risque, des surveillances quasiment hebdomadaires, ça a du sens. Alors, des choses comme ça. Gilles, vous voulez c'est fait. Hein. Aujourd'hui, c'est fait. Hein. Même dans les zones où il n'y a pas de risque aujourd'hui, on le fait partout. Donc c'est clair, on teste toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, quels sont les impacts opérationnels de ce type de test? Est-ce que c'est lourd opérationnellement? C'est lourd économiquement? Est-ce que ça fonctionne également? Est-ce que du coup on a des propagations moindres? Alors, tout d'abord, Gilles, en termes opérationnels. Je ne sais pas si ça fonctionne, on le verra bien. On le teste. Par contre, pour moi, on ne peut pas demander tous les ans à l'État 1,1 milliard. Hein. Donc il va bien falloir qu'on fasse des choses. Après, moi j'ai plein de questions à poser sur l'avenir par rapport au transport des animaux. Faut-il élevage abattoir, ça se comprend. Mais sur du brood and move, la manière dont on déménage les poulettes, comment on emmène des prêts à gaver au gavage, il y a plein de choses à revoir qui ont déjà été revues par les professionnels. Mais comment on fait? En tout cas, il y a un enjeu, et qui a déjà été, effectivement, il y a des tas de choses qui sont déjà mises en place, qu'il va falloir analyser au plan scientifique, parce que il faut aller vite au plan opérationnel, et après, je pense qu'il faut évaluer en permanence l'efficacité du système. Mais moi, l'idée, c'est clairement d'essayer de tester de la manière la plus fluide, la plus facile, la moins chère, pour pouvoir tester le plus souvent possible. C'est ça. Donc des nouvelles mesures plus drastiques, avec des tests plus fréquents. Comment on sensibilise et comment on accompagne les éleveurs sur le terrain au niveau de la FNSEA pour faire en sorte que ces mesures soient comprises, que la sensibilisation soit là et que tout soit bien appliqué? Alors c'est vrai que c'est une situation compliquée parce que ce que vient d'évoquer Jean-Luc et notamment les entreprises sont vite mis en mouvement sur cet aspect donc, de prélèvement et d'analyse hebdomadaire. Ça fait partie des 41 actions qui sont proposées, notamment dans le nouveau dispositif qui a été réfléchi durant tout l'été, avec un plan qui avait été mis en place de biosécurité avec Julien de Normandie, sans en faire un autre, mais de pouvoir le conforter. Je rappelle qu'il y a une mission européenne vétérinaire qui est venue dans notre région, Pays de la Loire, et moi je les ai suivis pendant une journée complète, et ils sont allés dans plusieurs pays avec un constat, et que Jean-Luc a bien expliqué, que lorsque on constatait la mortalité, on avait déjà perdu 3 semaines. Et que, quelque part, il faut anticiper, et notamment avant même de faire des transports, c'est chaque semaine savoir comment est l'évolution dans l'élevage. Et ça,
quand vous annoncez ça aux éleveurs, ils se disent mais attends, on va en crever avec ton truc là. Donc on va passer un temps fou. Qui va payer? Et c'est le sujet. Qui va payer? Parce que soit c'est l'éleveur qui paye et à ce moment-là, ça fait partie des coûts de production et on le réintègre dans le dispositif EGalim, États généraux d'alimentation, et c'est répercuté jusqu'au consommateur. Il faudra qu'on se dise la vérité. Est-ce que c'est l'État qui accompagne? Est-ce que c'est les conseils régionaux? Tout est sur la table. Mais il faut que ça se tranche vite. Parce que tant qu'on n'aura pas clarifié cela, les éleveurs vont se dire, moi, si je n'ai pas la situation précise de savoir qui paye, moi, je me dis, j'ai peut-être intérêt à laisser mes bâtiments vides, compte tenu du risque, compte tenu des coûts, qu'est-ce qui va me rester à la fin? Enfin, faut qu'on ait l'honnêteté de se dire franchement les choses sur le sujet. C'est ça l'état d'esprit. Donc là, on voit qu'il y a une discussion en cours. Les discussions sont en cours. On pousse vraiment pour que ce soit bien sûr quelque chose qui soit copartagé. Il y a l'ambition d'avancer sur ce qu'évoque Jean-Luc en matière de protocole. Ça a été beaucoup de discussions interpro, professionnelles amont avec les pouvoirs publics et en particulier DGL en lien avec l'ANSES. Maintenant, il va falloir faire le travail d'explication auprès des agriculteurs. Je sais que les entreprises le font déjà. Elles vont continuer à le faire. Que nous, responsables professionnels, que ce soit syndicalisme, FNSEA, chambre d'agriculture, parce qu'on a tous les circuits. Parce que autant je suis assez rassuré dans les systèmes bien organisés, COP, etc., avec les groupements, les entreprises, où il y a l'accompagnement. Mais on a aussi tous les indépendants qui se disent mais comment je vais être traité? On a tous ceux qui font de la vente directe, on a la filière gibier aussi, de savoir comment ça va coûter, parce que nous, Chambre d'agriculture, on a été obligé de prendre notre bâton de pèlerin pour aller voir tous ces indépendants où il n'y avait pas de base de données, on ne savait pas où ils étaient, ce qu'ils avaient, etc. Enfin, on a fait des sacrées découvertes sur le sujet. Donc on a besoin d'avoir aussi une base de données complète, que ce soit filière organisée et les indépendants. Et puis, je parle aussi des basses-cours, parce que là, moi, je suis furax sur le comportement des particuliers sur la situation. À savoir qu'il y a des particuliers qui pensent que c'est l'affaire des professionnels et que les particuliers peuvent laisser leurs poules, etc., gambader. Enfin, c'est pas du boulot. C'est pas du boulot. Et là, moi, le préfet de mon département, il a donné des consignes au maire de faire le job, et c'est les gens qui ne mettent pas à l'abri, c'est 750 € d'amende. Enfin, faut sévir. Les agriculteurs qui font pas le boulot, ils sont condamnés ou ils ont des sanctions. Enfin, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il y a une responsabilité collective sur le sujet. Donc on voit bien responsabilité collective, sensibilisation très importante pour faire en sorte que chaque année, l'État n'ait pas 1 milliard à mettre sur la table. Et donc on comprend aussi que peut-être pour ne pas avoir à payer après coup, il faut là aussi accompagner les éleveurs et la profession pour faire en sorte que les précautions puissent être prises pendant toute la durée de vie d'un lot et des animaux. On va maintenant aborder la solution vaccinale, puisqu'on entend beaucoup parler depuis des années. Simplement, je voudrais rappeler à Joël, qui est tout à fait dans son rôle de syndicaliste par rapport à ça, pour défendre les éleveurs, que jusqu'à maintenant, c'est l'ensemble des organisations de production et tout qui ont essayé d'accompagner les éleveurs, j'en conviens bien, mais que ça rentrera forcément à un moment dans le prix de revient. Si l'État n'aide pas, ça rentrera dans le prix de revient. Mais je te reconnais bien là, Joël, mais c'est très bien, tu défends les bonnes positions. On va parler de la solution vaccinale, donc on en parle depuis des années. Forcément, on va parler avec toi, Sylvain. On va donner la parole. Alors simplement, une chose, on est aujourd'hui sur le stand de Grimaud. Dans le giron de Grimaud, il y a Philavie qui fait des vaccins animaux. Et je voudrais juste taire les fantasmes autour du vaccin grippe aviaire. Certains disent, mais Grimaud, vous voulez parler du vaccin parce que vous allez en vendre avec Philavie. Non, Grimaud n'en vendra pas avec Philavie, tout simplement parce que Philavie n'a pas le droit de travailler sur ce type de vaccin pour ce type de virus hautement pathogène. Il n'a pas les installations pour. Donc on parle tout à fait librement. Et si aujourd'hui on a cette table ronde, c'est simplement pour défendre la filière. Et je pense que quand on travaille depuis plus de 55 ans sur une filière, on y est un peu attaché. Voilà. Sylvain, bonjour. Rebonjour. Ouais, rebonjour. Et tu parles pas depuis tout à l'heure, mais cette fois-ci on arrive sur ta partie. On arrive sur ta partie. Quels sont les vaccins qui existent aujourd'hui au niveau canard, au niveau Gallus également, pour pouvoir faire en sorte que ce virus se propage moins, ou alors peut-être l'annihiler? Donc quel virus existe? Quel type d'injection? Et puis il sert à quoi ce vaccin?
Alors toujours aujourd'hui, pour clarifier les choses, nous travaillons sur 2 types de vaccins. Un vaccin spécifique pour les canards, ce qui est un enjeu particulier au niveau du canard pour la protection contre la grippe aviaire. Et on travaille sur un vaccin qui est déjà existant aux États-Unis, là pour les galus, donc pour les dindes, les poules et les poulets. On travaille au niveau français et au niveau européen sur l'autorisation et le test de ces vaccins. Alors le vaccin pour le canard a été un vaccin spécialement développé. C'est donc les essais qu'on a en cours. On avait des essais déjà en cours dans nos structures de R&D en Hongrie et on est en train de faire des essais qui sont partiellement terminés et très très satisfaisants. Hein. Je tiens à le dire, on a des très très bons résultats, on est très très content de ce que l'on observait dans nos labos et de ce qu'on observe de nouveau, donc c'est un message d'espoir très très fort. Et en même temps, on travaille sur l'importation d'un vaccin qui a déjà été référencé en 2015 pour les cas de grippe aviaire aux États-Unis, qui est un vaccin uniquement au couvoir, là qui s'adresse aux dindes et qui s'adresse aux poulets labels, aux pondeuses, en une seule administration au couvoir, donc très très pratique d'administration et déjà très très connu, très documenté scientifiquement. Donc des vaccins qui existent sur certaines espèces, déjà pratiqués sur d'autres continents. Un vaccin spécifique canard qui là est en test. Oui. Et les tests sont en cours. Les résultats viennent de tomber, je crois, semaine dernière. Est-ce qu'on peut partager quelques résultats et savoir ce que l'on peut dire de ces résultats et ce que l'on ne peut pas en dire? Et je vois Jean-Luc qui... Non, ce qu'on peut dire, c'est que non, d'abord il faut comprendre que le canard est une espèce un peu particulière vis-à-vis de la grippe aviaire, donc il a fallu développer des solutions spécifiques, notamment dans un schéma où on cherche à limiter la réexcrétion du virus pour limiter la diffusion. Parce que les enjeux, ça ne va pas être de protéger contre les symptômes uniquement, mais de limiter, lorsqu'on a des cas, de limiter cet effet de tsunami et limiter ses avantages préventifs et sa diffusion extrêmement rapide. C'est pour freiner la propagation. Pour freiner la propagation, la diffusion du virus, pour pouvoir intervenir, à la fois protéger les hommes et puis éviter d'avoir ces contaminations extrêmement massives. Alors, les tests qui ont eu lieu donc, cet été, sur quel périmètre ? Oui, alors on a réalisé des tests avec aussi nos collègues de BI qui sont encore en cours. On a eu les premiers résultats par l'ANSES où c'est très satisfaisant et ça reproduit bien ce que nous on observait déjà parce que ces vaccins-là sont en cours d'enregistrement. Hein. On va déposer des autorisations de mise sur le marché en France dans le mois qui vient et européen l'année prochaine. Donc il y a déjà des documentations scientifiques, mais les confirmations qui ont été faites par l'ANSES, notamment avec le virus H5N1 du mois de mars, hein, sont dans nos yeux assez favorables. Jean-Luc, un mot peut-être, parce que je vois que tu as envie de réagir. Non. Il y a chacun a son positionnement non, je vais juste expliquer un peu la démarche. Hein. La démarche qui est portée par le ministère, c'est effectivement de tester des solutions vaccinales. Donc il y a effectivement 2 solutions, une qui est portée par Ceva et l'autre qui est portée par Boehringer. Et l'idée, c'est de tester à la fois la faisabilité, je dirais, dans des vrais élevages, ou en tout cas en situation de terrain, de regarder la séroconversion suite à l'application du protocole vaccinal, donc de regarder déjà en situation de terrain, est-ce qu'on a une réponse satisfaisante, homogène, avec les marqueurs sérologiques. Et ensuite, il y a une phase de challenge, qui se fait à Ploufragan, dans les locaux de l'ANSES, pour regarder la capacité des solutions vaccinales sur ces animaux-là, enfin sur un petit échantillon de ces animaux-là, à assurer une protection contre l'infection, c'est-à-dire l'excrétion, puisque l'objectif c'est ça, c'est éviter que les canards infectés soient des excréteurs et soient... Voilà. Donc aujourd'hui, moi ce que je peux dire dans ma position, c'est qu'on a lancé les essais au printemps, qu'on a, il y a 3, pour chacune des solutions vaccinales, il y a 3 sites qui ont été, 3 lots de canards qui ont été testés, que tout se passe selon le plan de route. On n'a aucun souci et on a des. Moi, je suis satisfait en tant que coordinateur de cette phase terrain du déroulement de l'essai qui va aussi bien que possible. On a aujourd'hui des données préliminaires qu'à mon niveau, et donc chacun est dans son job, il n'y a pas de souci. À mon niveau, je ne peux pas les partager, mais je demande simplement qu'on fasse confiance. Hein. On va aussi vite que possible et on essaie d'aller aussi vite que possible pour générer les données. Pour terminer, juste le choix qu'on a fait au niveau français à ce stade, c'est de mettre le focus sur le canard. Parce qu'on considère qu'en France, jusqu'à présent, c'est le canard qui a joué un rôle biologique très particulier. En Italie, c'est une dynamique différente, avec la dinde qui a joué un rôle très particulier. Et aux Pays-Bas, ils mettent un focus sur le poulet. Parce que effectivement, les élevages de Gallus aux Pays-Bas, ils sont mis dans un marécage, ils sont entourés d'oiseaux aquatiques. Donc chaque pays a des contextes différents, mais à la fin, ce qui est important, c'est que je pense qu'on pourra mutualiser toutes ces données-là.
Oui, la démarche scientifique engagée au niveau européen, et c'est important de comprendre c'est européen, c'est effectivement de récolter des données en France sur le canard. On a des essais en cours sur le vaccin Vector Munaï en Hollande sur la poule pondeuse, et sur les dindes dans la zone de Vénétie, et sur les oies en Hongrie. De sorte qu'au niveau européen, les comités scientifiques et les différents experts aient les sources d'informations pour pouvoir valider leurs décisions. Qu'on puisse avoir des données globales, Tout à fait. adaptées à chaque type de production. Voilà. C'est une première étape, ces tests qui ont eu lieu cet été. Sylvain, quelles sont les prochaines étapes à cocher pour pouvoir mettre en place une solution vaccinale qui soit viable, au niveau des tests certainement, et puis au niveau de la stratégie vaccinale qui reste à écrire. Est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes et de cette stratégie vaccinale qui est une vraie problématique? Oui, alors il y a deux éléments. Alors, il y a des éléments plus techniques qui sont finalement finaliser les essais pour valider ce que l'on observe, ce que l'on a déjà observé, pouvoir choisir les meilleures solutions vaccinales, finaliser les autorisations de mise sur le marché pour avoir le droit de l'utiliser dans la filière et sortir du système d'expérimentation, mais d'être dans des essais terrain pour pouvoir modéliser. Donc ça, c'est une étape plus technique, je dirais. Par contre, il y a une étape très importante, c'est la définition de la stratégie vaccinale. Quelles espèces vacciner, quelle période, quelle zone, parce que ça conditionne, c'est une pierre angulaire pour nous, et maintenant quand on aura le vaccin, la stratégie vaccinale c'est sans doute le plus important, et c'est vraiment c'est une pierre angulaire, parce qu'elle affecte beaucoup de paramètres. Alors qui doit écrire cette stratégie vaccinale pour arriver à la deuxième phase de test à grande échelle? Alors aujourd'hui c'est l'ANSES qui a ce rôle-là et qui doit donner des délibérations au mois d'octobre. Il y a aussi l'Europe avec le EFSA, l'agence de Food Safety, qui doit aussi délibérer, mais ça devient une urgence, parce que en fait c'est la pierre angulaire, parce que ça détermine quel monitoring, donc quel coût, quel monitoring, quelle technique, quel choix. Ça détermine à partir de la zone et des espèces quelles conséquences sur l'export et comment on monitore et comment on peut défendre des zonages et compartimentation. Ça détermine quels moyens techniques, les gens, la mise en œuvre, la vaccination, les rappels à la ferme, uniquement au couvoir. Tout ça doit être modélisé. Et puis ça détermine les financements, la commande de stocks vaccinaux, le financement de ces systèmes de monitoring. Donc c'est vraiment une pierre angulaire, et nous on le soumet à la DGAL et on le soumet au niveau européen. C'est essentiel qu'il y ait mettre sur la table un plan de vaccination qui permettra à chacun de se positionner sur des faits. Financièrement sur des faits, sur l'export, sur des éléments factuels. Voilà, c'est vraiment la pierre manquante aujourd'hui. Et là vous dites qu'il y a urgence parce que ce test à grande échelle, finalement, il faut le mener dès cet hiver. Donc on parle de la fin de l'année, donc il faut écrire la stratégie maintenant pour que les résultats de ces tests, on les ait au printemps et qu'on puisse travailler, produire, si la solution est adoptée par tout le monde, produire un vaccin pour l'hiver d'après. Donc là, on parle même pas de cet hiver, on parle de l'hiver 2024. Mais à la limite, la production du vaccin est juste un élément. C'est aussi mesurer le poids sur l'export, notre capacité à mettre en œuvre. Il y a aussi au-delà de simplement produire le vaccin, ce qui est une équation, c'est aussi être en mesure de prendre des décisions anticipées qui répondent aux différentes questions des différentes filières et différentes parties prenantes. Aujourd'hui, on fait face à une dizaine de questions critiques, et tant qu'on n'a pas le plan de vaccination, on ne peut pas y répondre. Les finances, les conséquences sur l'export, la mise en œuvre technique, les équipes de vaccination. Donc nous, il y a urgence pour ça. Alors peut-être que Jean-Luc peut dire un peu plus de choses. Gilles, peut-être un mot justement sur votre vision des enjeux de la vaccination au niveau de l'ensemble de la filière, puisque Sylvain nous dit le plan de stratégie vaccinale doit également prendre en compte les impacts potentiels, et notamment sur l'export. Quelle est votre vision et quelle est la vision de l'Envol sur la vaccination et ses enjeux? Ma vision, j'en ai pas trop. Moi, je pense que si M. Molière était là, comme vous avez tous lu Le Malade imaginaire, il dirait « Le vaccin, vous dis-je, le vaccin va tout régler ». Attendez, là, moi je trouve, aujourd'hui, on n'a aucune position. Moi, j'en ai pas. Vous savez ce que disent les Brésiliens actuellement? Regardez, l'Europe va vacciner, la France va vacciner, ils ont un bazar sanitaire. Nous, on est free. Donc tout le Moyen-Orient, c'est pour nous. On n'exporte plus sur le Moyen-Orient. Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, avec le vaccin, tout le monde est là à sauter comme des cabris avec le vaccin. Moi, je ne sais pas. Et quand j'interroge certains vétérinaires, ils ne sont pas clairs. Parce qu'aujourd'hui, le vaccin ne tue pas le virus, si j'ai bien compris, je ne suis pas scientifique, mais on limite l'excrétion. Puis on nous dit, attendez, le canard, il en excrète plus que les autres,
Donc on va vacciner le canard. Oui, mais si on vaccine le canard, les dindes qui vont être à côté, elles vont être touchées ou pas touchées. Donc il faut vacciner les dindes. Ouais, mais si on vaccine les dindes avec un poulet qui va être sentinelle, donc après la biosécurité. On n'a rien de clair aujourd'hui. Donc moi, je vous dis, c'est 1 milliard d'euros à partir de la France sur l'export. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, il y a Jean-Luc qui est là, vous êtes tous là. Si vous nous dites, on peut vacciner, par contre, j'avais une réunion technique et certains de mes collègues qui sont présents dans l'assistance étaient là lundi dernier, pas lundi, il y a 10 jours. Quand j'ai posé la question sur le vaccin, j'ai senti beaucoup de vétos qui étaient hésitants. Qui attendent certainement des résultats. C'est pour ça que, attention... Que l'on comprenne bien, donc, pour expliquer à tout le monde ici les enjeux sur l'export. Dans le court terme, là, il y a l'influenza aviaire, il y a des points en Bretagne et tout. Qu'on n'attende pas le vaccin comme un miracle qui va arriver. Donc attendez, une réponse à 2 étages. Ah oui, d'abord la biosécurité. D'abord, continuer à travailler entre professionnels, faire notre job. Moi, je suis pas sûr que le vaccin règle tous les problèmes. Bon, je suis peut-être un peu brut de fonderie en disant ça. Un mot, Sylvain, peut-être non, en mais réaction. juste, on est vraiment dans le reflet de la conversation, je suis entièrement d'accord. Tant qu'on n'a pas démystifié quelle zone pour quoi faire, on ne peut pas discuter. Si on discute uniquement vacciner la Chalosse pour modéliser les impératifs de protection de la Bretagne, peuvent être évalués et discutés. Mais aujourd'hui, on parle de vacciner la France, ce qui n'est pas le cas. Si on parle de vacciner des zones pour des objectifs particuliers à risque, à partir de là, on peut mesurer les exports et discuter. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette discussion. Et je voudrais dire à M. Hutin que l'Europe va bouger parce que la Hollande va vacciner demain et l'Italie aussi. Donc, c'est pas uniquement la France, il y a une démarche mondiale aussi. Hein, alors, d'accord. Ok, monsieur, je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'abord un problème européen, c'est pas un problème français. Exactement. Et américain aussi, vous savez, ça va devenir vite américain. Vous regarderez les exportations de l'Europe hors Europe sur d'autres zones. Moi aujourd'hui, si la France vaccine sur le Moyen-Orient ou d'autres zones, attendez, on a un certain nombre de produits, on a des coproduits qui partent sur l'Afrique et tout, où on est en bagarre avec des Brésiliens, on est en bagarre avec des Thaïlandais. Moi je trouve qu'on va, ou alors on nous dit l'Europe n'exporte plus du tout de volaille, ni de coproduits, ni tout, et on coupe. Mais on comprend bien parce qu'aujourd'hui, des animaux vaccinés, y compris en viande, ne peuvent pas être exportés sur certains pays, c'est ça dont on parle. Un pays qui vaccine, aujourd'hui, dans les règles de l'OIE, mais il y a des spécialistes de l'OIE, ne peut pas exporter, sauf un gentleman agreement du pays. Mais globalement... Mais il n'y a pas d'accords globaux donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait les Américains, les Canadiens et un certain nombre pour faire changer aussi les règles à l'OIE. Et là, ça va être compliqué. Donc on ne parle pas d'accords au niveau national ni même européen, on est en train de parler d'accords qui doivent être beaucoup plus globaux. Sauf quand on est hors de la zone, sauf si on parle de zonage. C'est-à-dire si on vaccine que des zones, les autres zones doivent être compartimentées, étant indemnes. Et ça peut se négocier. Il y a des moyens techniques de le faire. Et l'OIE ne le refuse pas. Mais c'est un travail de fond à réaliser. D'accord. Un mot? Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a des chaînons manquants, y compris au niveau des données. Donc, moi, le job de nos équipes, que ce soit à l'ANSES ou chez moi, c'est de fournir des données. Et les données qu'évoque Gilles, c'est des données de modélisation. C'est en fait, si je vaccine telle population et que le vaccin permet de réduire de 1 log, 2 logs, 3 logs, d'un facteur 100 000 la charge virale, quel effet ça a? Et est-ce que c'est, mais c'est ça et pour moi, c'est ça le juge de paix. Jean-Luc a tout à fait raison. Après, ça va être des choix à faire. Oui. On ne va pas exporter sur telle zone. Et là, je suis d'accord avec vous. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais il vaut mieux avoir une production intérieure qui se redéveloppe et ainsi de suite. C'est des accords économiques. Est-ce qu'on refuse le poulet ukrainien qui va venir parce qu'il ne va pas vacciner on va avoir plein de trucs à discuter. Donc on voit qu'il y a des discussions vraiment globales qui doivent se tenir et basées sur des faits scientifiques, des tests menés actuellement notamment et d'une stratégie vaccinale à écrire. Et juste pour dire que ce travail de modélisation, on est en train de le faire en parallèle. D'accord. Ça, on l'a vu avec la DGL. Et donc, des gens de mon équipe travaillent sur des scénarios et l'impact. Voilà, je vaccine un lot. Quel impact ça a en fonction des performances des produits, mais en travaillant en parallèle et en se positionnant sur différents scénarios d'efficacité. Et ce qu'on peut discuter, c'est qu'on ne parle pas de vacciner ou de pas vacciner, donc d'activer ou pas ce risque-là, mais on parle de modéliser quel serait le plan, et donc de pouvoir mesurer les conséquences, et pouvoir répondre à ces réponses-là et faire les choix. Mais au moins écrire un plan. Parce qu'il y a avoir un vaccin, avoir un plan de vaccination et décider de vacciner ou pas. Avant de prendre des décisions, on n'a pas le plan aujourd'hui, donc on ne peut pas mesurer. Écrivons les choses et puis ensuite testons. Yann, au niveau de la génétique et de la couvage, quelle est votre vision des enjeux sur une solution vaccinale?
Euh, sur ce qui nous concerne en tant que fournisseur de génétique, on exporte dans le monde entier. L'effet actuel, c'est que depuis 5 ans, 6 ans, il y a de l'influenza en France, que le Moyen-Orient, moi je ne peux pas exporter depuis 6 ans en Chine, que c'est des marchés que j'espère voir réouverts bientôt. Qu'il y a un autre fait, c'est que l'influenza, c'est tous les jours, on vit avec, et qu'il y a une certitude, je pense, c'est qu'on va vivre avec pendant longtemps. En tous les cas qu'on a sur les oiseaux sauvages, sur les cas en Bretagne aujourd'hui, nous montrent qu'on va devoir vivre avec. Et que j'ai pas plus de la solution que vous, Gilles, sur quelle est la solution vaccinale, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il va falloir y travailler rapidement et que j'aurai un discours beaucoup plus positif, en quelque sorte, sur le vaccin. C'est que je ne sais pas à quoi il sert, mais il faut y travailler vite. C'est pas la seule solution. Je ne dis pas que tu l'as dit, mais c'est une solution sur laquelle il faut travailler très rapidement. Définir la stratégie vaccinale rapidement, parce que si on a une solution vaccinale dans 1 an, j'espère qu'on aura une solution de vaccination réelle sur le terrain rapidement, dans 2 ans, et qu'on n'attende pas. Pourquoi tout ça? Pour les enjeux filières, pour sauvegarder les éleveurs, parce que c'est très dur d'attirer des éleveurs dans nos domaines, attirer des talents, et s'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, à horizon 2-3 ans, je ne sais pas comment faire pour pérenniser la suite. Donc moi, oui à la vaccination. Certainement, ce n'est pas la seule solution, mais abordons-le de manière positive, et il faut y travailler ouvertement et dire qu'on est tous d'accord pour y travailler. C'est ça mon message. Un mot également, quel est le point de vue de la FNSEA sur cette solution qui, on est tous d'accord, je pense, sur cette de dire que ce n'est pas la solution, mais que sur une solution complémentaire à la biosécurité, qui est la vaccination. Alors déjà, pour répondre d'emblée, l'impatience est forte des éleveurs pour avoir le vaccin. Ça, c'est une première chose. Les gens se disent, on a besoin d'avoir quand même une entrée vaccinale qui nous permette de nous rassurer. Sans remettre en cause, et là je suis très clair, sans remettre en cause le dispositif de biosécurité. Bien au contraire, il faut que la biosécurité soit le point majeur, la porte d'entrée, y compris avec les actions nouvelles qui sont proposées aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on fera de la vaccination qu'en disant j'abandonne tous les dispositifs de biosécurité. Néanmoins, ce que Sylvain vient d'évoquer sur la stratégie vaccinale, c'est fondamental. Moi, ça fait quelques semaines et quelques mois que nous, la FNSEA, on essaye de rencontrer les labos pour essayer de comprendre un peu le sujet, et que moi, je laisse les scientifiques travailler sur le sujet. Et les spécialistes qui sont autour de cette table, Jean-Luc, Sylvain et plein d'autres, en lien avec l'ANSES, puissent véritablement cadrer tout ce qu'a évoqué Sylvain, qui est vraiment très précis et qui nous donne, y compris des zonages, pourquoi pas. Par contre, sur le volet export, moi Gilles, je t'entends sur le sujet. Moi je voudrais quand même rappeler qu'il y a une autre espèce. Alors vous allez me dire, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, etc. C'est le lapin. Sur la maladie hémorragique du lapin. Tu le sais, Gilles. Bon. Il y en a un certain nombre qui disaient, pas question, on ne fera pas de vaccination. Malgré tout, pour des conséquences économiques et d'export. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a mis un dispositif. Globalement, ça rassure les éleveurs. Ce n'est pas du systématique. Mais alors oui, je sais que ce n'est pas pareil, on ne peut pas comparer. Donc, je sors cet exemple pour montrer qu'on a fait des efforts depuis des années sur la baisse des antibiotiques. Le plan éco-antibio. Dans toutes nos espèces, notamment les monogastriques, volailles, porcs, lapins. Il faut voir tous les efforts qui ont été faits. On était vraiment les bons élèves pour montrer qu'on était capable de rentrer dans des dispositifs de réduction drastique. Ce n'est pas la même situation sur la consommation au niveau humain. Donc on peut être fier de ce que nous avons fait. Mais aussi, sur certaines maladies, la vaccination a beaucoup apporté. Là, on est sur un sujet où le contexte climatique, le contexte de souveraineté alimentaire quand même est posé. Il va bien falloir que, sur un plan français, on ne soit pas à la remorque, qu'on soit offensif, que ça se fasse par un débat européen, bien évidemment, mais qu'il y ait une vraie avancée. Moi, j'entends ce que dit Sylvain sur les autres espèces. Il faut que nous, on soit très offensifs sur le canard, de façon à ce que ce que j'entends ici, là, où il y a un peu d'opposition en disant « oui, mais c'est le canard qui diffuse, etc. » Hors de question, il faut qu'on stoppe
toutes ces attaques, les espèces contre les autres. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'une vraie solidarité, mais d'apporter une programmation dans le temps qui donne une certaine visibilité pour les éleveurs d'aujourd'hui et les jeunes qui veulent s'installer pour le renouvellement des générations, pour garder notre autonomie, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les importations, ce qui vient de l'Ukraine, c'est quand même assez spectaculaire aujourd'hui. On le voit en tout cas, merci messieurs, on voit que des concertations sont en cours pour pouvoir écrire ces stratégies vaccinales, que des nouvelles mesures de biosécurité devraient nous prémunir d'une crise d'une ampleur comme celle qu'on vient de vivre, et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, main dans la main, sur l'ensemble des interprofessions et des syndicats et des autorités pour pouvoir faire en sorte que des solutions soient viables. Je vous remercie beaucoup pour la participation à cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.